Un matin gris de septembre 1973, sur un tronçon de la route nationale 22, en pleine forêt du Smoland, une voiture familiale s'arrête brusquement. Le conducteur voit, à 100 mètres devant lui, un policier en uniforme lever un panneau rouge. Dans le ciel, un grondement bas, métallique, descend rapidement vers la cime des sapins. 30 secondes plus tard, un chasseur à réaction jaillit au-dessus des arbres, aile presque horizontale, train d'atterrissage sorti. L'appareil touche le bitume à 200 mètres du conducteur, déclenche ses inverseurs de poussée et s'arrête en 500 mètres. Le moteur tourne encore au ralenti. De la forêt, 3 silhouettes sortent en courant. 2 d'entre elles ont l'air d'avoir 18 ans. Ce n'est pas un exercice de l'OTAN, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas un cas d'urgence. C'est un mercredi ordinaire dans le pays le plus neutre d'Europe. Pour comprendre ce qui se passe sur cette route forestière suédoise, il faut remonter de 20 ans en arrière, dans un bureau de Stockholm dont la porte est fermée à clé. Milieu des années 50. Un officier de l'état-major général dépose devant le Premier ministre Tage Erlander une carte de la Suède. Sur cette carte, chaque base aérienne du pays est entourée d'un cercle rouge. Les cercles se chevauchent. Ils représentent la zone de destruction des ogives nucléaires soviétiques de l'époque. La question posée au chef du gouvernement tient en une phrase. Combien de nos appareils de combat survivront à la première heure d'une guerre avec Moscou? La réponse tient aussi en une phrase. Pratiquement aucun. La force aérienne suédoise, dans sa configuration d'après-guerre, sera anéantie avant même d'avoir décollé. Erlander écoute. Erlander est social-démocrate. Erlander défend publiquement le désarmement, la neutralité, la morale internationale. Il a bâti sa carrière sur l'idée que la Suède peut rester à l'écart des blocs. Et pourtant, face à cette carte, il comprend une chose que ses discours ne mentionneront jamais. La neutralité en soi ne protège rien. Ce qui protège, c'est la capacité d'infliger à l'envahisseur un coup tel qu'il renonce à envahir. 2 logiques s'affrontent alors dans l'élite politique suédoise. La première dit « Puisque nous ne pouvons pas gagner une guerre contre l'Union soviétique, renonçons à toute ambition militaire sérieuse et investissons dans l'assistance internationale et la médiation. » La seconde dit « Puisque nous ne pouvons pas gagner, rendons le coût d'une invasion si élevé que personne ne tente l'opération. » Ce n'est pas de la dissuasion nucléaire, c'est de la dissuasion par le chaos calculé. La seconde logique l'emporte, mais elle l'emporte en silence. Voici le paradoxe qui va structurer 40 années d'histoire suédoise. Devant le monde, le pays continue de porter l'étendard de la paix. Les diplomates suédois reçoivent le prix Nobel, signent des résolutions à l'ONU, dénoncent les essais nucléaires français du Pacifique et les bombardements américains au Vietnam. Dans le même temps, derrière des portes closes, l'état-major rédige l'un des plans de guerre les plus agressifs de l'Europe occidentale. Un plan qui suppose que la Troisième Guerre mondiale commencera dans les 48 heures suivantes et qui doit fonctionner même si toutes les grandes villes suédoises sont frappées par l'arme atomique. Ce plan porte un nom que presque personne ne connaît à l'époque. Basnitio, ce qui signifie en suédois « base 90 ». L'idée est d'une simplicité brutale. Si l'on ne peut pas défendre les bases aériennes, il ne faut plus en avoir. Il faut que chaque kilomètre carré du territoire devienne une base potentielle. Il faut que l'armée de l'air suédoise puisse disparaître dans le paysage et ressurgir partout. On commence alors à transformer des tronçons d'autoroute en pistes de décollage. Pas 3 ou 4, pas 20, des centaines. Dans les forêts du Nord, dans les plaines du Sud, dans les îles du golfe de Botnie, les ingénieurs militaires repèrent des sections de route longues d'au moins 800 mètres, droites, suffisamment larges, sans mâts d'éclairage sur les côtés critiques. Ils renforcent le revêtement, ils prévoient des voies d'évitement. Ils aménagent, en lisière de forêt, des dépôts de carburant et de munitions camouflés sous les sapins. Les automobilistes suédois, pendant ce temps, roulent sur ces routes tous les jours. Ils ne savent rien. On ne leur dit rien. Un panneau discret, de temps en temps, indique une zone militaire. Personne ne s'en inquiète. Dans un pays où la confiance envers l'État est culturelle, personne ne se demande pourquoi cette route précise, en pleine campagne,
à une chaussée étrangement épaisse. Ironie terrible de la démocratie suédoise, le peuple qui vote pour le désarmement circule quotidiennement sur les artères de la plus vaste machine de guerre dispersée du continent, et il l'ignore. Mais la doctrine a un problème fondamental. Un problème pour lequel aucune solution n'existe encore nulle part dans le monde. Aucun chasseur de combat, en 1955, n'est capable de décoller d'un tronçon de route de 500 mètres. Aucun chasseur supersonique ne peut y atterrir sans se détruire. Aucun chasseur de cette génération ne peut être ravitaillé et réarmé en moins d'une heure par des mécaniciens qualifiés, encore moins par de jeunes appelés de 18 ans avec une formation de quelques semaines. Les F-104 américains ont besoin de pistes de 3 km. Les MiG-21 soviétiques exigent des hangars bétonnés et des équipes techniques rodées. Les Mirage français rêvent de tarmac lisse et de ciel clément. La Suède a une doctrine. Elle n'a pas l'avion. Et elle ne peut pas l'acheter. Personne ne veut lui en vendre à pareil parce que personne ne l'a construit. Les deux superpuissances, de toute façon, hésiteraient à livrer à Stockholm leurs technologies les plus sensibles. Et même si elles le voulaient, aucune machine occidentale ou orientale ne répond au cahier des charges suédois. Il faut donc le concevoir, le dessiner, le fabriquer. Sur le sol suédois, avec des ingénieurs suédois, avec du moteur suédois, avec du radar suédois, avec des armes suédoises. Dans un pays qui, 20 ans plus tôt, n'avait aucune tradition aéronautique sérieuse et qui produisait des avions à hélice pour le marché intérieur. On confie la tâche à une entreprise de Linköping, une petite ville du sud où les hivers durent 7 mois. Elle s'appelle Saab. Elle a 3000 employés. Elle n'a jamais construit un avion supersonique de série. Et l'état-major suédois vient de lui demander de concevoir l'appareil de combat le plus exigeant techniquement que la guerre froide ait jamais imaginé. Les cahiers sont ouverts. Les calculs commencent. Dans le bureau d'un ingénieur dont le nom reviendra plus tard, Erik Bratt, on trace sur une planche à dessin la première esquisse d'une aile delta double. Personne encore, nulle part dans le monde, n'a fait voler un chasseur de série avec cette configuration. Personne ne sait si c'est même possible. Dans les forêts du Småland, les tronçons de route qui deviendront, 20 ans plus tard, le terrain de jeu quotidien d'une flotte supersonique, attendent encore leur premier atterrissage. Dans les couloirs de Saab, quelques dizaines d'ingénieurs regardent une feuille blanche. Et à Moscou, dans les bureaux de l'état-major général de l'armée rouge, les planificateurs soviétiques commencent à entendre parler d'une idée bizarre venue du Nord. Ils n'y croient pas vraiment. Ils pensent que c'est une posture politique, un rêve d'ingénieur, une illusion de petit pays. Ils se trompent. Mais avant que la Suède ne construise la machine qui va changer leurs calculs, il faut encore répondre à une question que personne n'a jamais résolue nulle part dans le monde. Comment fait-on voler un avion de chasse depuis une route forestière ? Linköping, début de l'année 1961. Un homme de 44 ans entre dans une salle de dessin industriel du département aviation de Saab. Il s'appelle Erik Bratt. Il a travaillé sur le Tunan, puis sur le Lansen, puis sur le Draken. Il est l'un des rares ingénieurs suédois à avoir fait voler un chasseur supersonique de série. Aujourd'hui, on lui tend un dossier de 60 pages. Ce dossier contient la liste des exigences de l'état-major pour le futur appareil de combat national. Bratt lit la première page. Il s'arrête. Il relit. Il demande à son adjoint de vérifier s'il s'agit d'une plaisanterie. Le cahier des charges, en résumé, demande ceci. L'avion devra décoller et atterrir sur 500 mètres de route forestière. Il devra voler 2 fois plus vite que le son. Il devra être ravitaillé, réarmé et remis en l'air en moins de 10 minutes par un équipage de jeunes appelés avec quelques semaines de formation. Il devra fonctionner par moins 30 degrés en hiver, sous la neige, sans hangar. Il devra effectuer 4 missions différentes, du combat aérien au bombardement, de la reconnaissance à la lutte anti-navire, avec une seule et même cellule de base. Et il devra être produit en Suède, du moteur à l'électronique, du radar aux armes, sans dépendance critique envers l'étranger. Bratt referme le dossier. Il comprend que le programme est un pari sur l'impossible.
Dans le reste du monde, personne ne tente rien de comparable. Les Américains bâtissent le F-4 Phantom, machine magnifique, mais qui exige des pistes monumentales et une armée de techniciens. Les Soviétiques optimisent leurs MiG-21 et MiG-23 pour des bases bétonnées et protégées. Les Français, sous la férule de Marcel Dassault, construisent la série des Mirages pour l'exportation, avec un cahier des charges pensé pour des aérodromes civils. Chaque grand pays aéronautique part du principe qu'une base aérienne est un sanctuaire qu'on protège. La Suède, elle, part du principe qu'une base aérienne est une cible qu'on va perdre. Voilà le cœur du renversement doctrinal. Pendant que le reste du monde construit des forteresses volantes, Linköping dessine un avion pour un pays où toutes les forteresses ont déjà été détruites. Bratt prend la décision qui va définir le projet. Il choisit une configuration d'aile que personne, nulle part dans le monde, n'a encore osé mettre sur un chasseur de série. Une grande aile delta à l'arrière et une seconde aile delta plus petite, placée à l'avant, juste derrière la verrière du pilote. Cette petite aile avant s'appelle un canard. Elle n'existe, jusqu'alors, que sur quelques prototypes expérimentaux, dont aucun n'a jamais été produit en série. Sur un chasseur supersonique, c'est une première absolue. Pourquoi ce choix ? Parce que le canard fournit une portance supplémentaire à basse vitesse. Parce qu'il permet à l'appareil d'atterrir court, très court, sans qu'il faille ralentir à des vitesses dangereuses. Parce qu'il rend possible le décollage depuis des routes où un delta classique refuserait de s'arracher du sol. Les scepticismes sont nombreux. Des ingénieurs britanniques, consultés officieusement, soulignent les risques d'instabilité. Des études américaines, publiées à la même époque, écartent la double delta comme impraticable. À l'intérieur même de Saab, certains cadres proposent une solution plus classique, plus prudente, plus facile à vendre à l'étranger. Bratt tient bon. L'état-major suédois soutient la configuration. Les premières maquettes en soufflerie confirment ses intuitions. Mais le canard ne suffit pas à résoudre le problème de l'atterrissage sur route. Pour freiner un chasseur de 17 tonnes sur 500 mètres de bitume, il faut quelque chose de radical. Bratt regarde du côté de l'aviation civile. Les Boeing commerciaux disposent d'inverseurs de poussée qui redirigent le flux du réacteur vers l'avant après l'atterrissage. Aucun chasseur au monde n'utilise ce système. Trop lourd, disent les manuels, trop complexe. Inutile pour un avion militaire puisque les pistes militaires sont longues. Bratt décide d'installer un inverseur de poussée sur un chasseur supersonique. C'est la première fois dans l'histoire. Le mécanisme ajoute du poids, de la complexité, des risques de panne. Mais il permet à l'appareil de s'arrêter en quelques centaines de mètres sans parachute. Sur une route forestière, c'est la différence entre une base de dispersion fonctionnelle et un cimetière d'aluminium. Le moteur reste à résoudre. Aucun motoriste suédois n'a jamais produit de turboréacteur de la puissance requise. Saab négocie avec Pratt & Whitney aux États-Unis. Les Américains acceptent de vendre une licence du JT-8D, le réacteur qui équipe déjà les Boeing 727. Mais il faut le transformer. Le JT-8D est conçu pour la vitesse subsonique et le régime stable d'un avion de ligne. Bratt et ses ingénieurs le démontent, le reconfigurent, ajoutent une post-combustion et un système d'adaptation au supersonique. Volvo assemble la version suédoise, baptisée RM8 dans ses usines de Trollhättan. Voici le paradoxe qui aurait fait sourire le général de Gaulle. Pour bâtir sa pleine souveraineté aéronautique, la Suède achète une licence américaine, la démonte jusqu'à la dernière vis et la recompose chez elle. C'est de l'indépendance par l'ingénierie inverse. C'est aussi, techniquement, une prouesse que peu de pays auraient osé tenter. Autour du moteur et de la cellule, tout le reste suit la même logique. Ericsson conçoit le radar embarqué, le PS-37, capable de traquer plusieurs cibles simultanément. Bofors fournit le canon et les points d'accroche pour les armes. Les systèmes électroniques, les instruments de bord, les éjecteurs, les communications, tout est suédois ou sous licence entièrement intégrée. Pour un pays de 8 millions d'ailes, sans équivalent en Europe occidentale, hors de la France ou du Royaume-Uni. Le 8 février 1967, sur la piste de l'aérodrome de Saab, à Linköping, un prototype recouvert d'une peinture beige attend son premier vol. Un pilote d'essai monte à bord. Il connaît les risques. Les deux ailes Delta en tandem n'ont jamais volé sur un appareil de cette masse.
L'inverseur de poussée n'a jamais été déclenché en vol. Le moteur RM8 n'a été testé qu'au banc. Il met les gaz. Le V-Gun décolle. L'appareil prend de l'altitude, effectue un circuit d'essai, revient se poser. Le vol dure une quarantaine de minutes. Tout fonctionne. Ce jour-là, personne à Moscou ne sait que la petite Suède vient de faire voler l'avion qui, 10 ans plus tard, humiliera les 2 plus grandes armées aériennes du monde. Les services de renseignement occidentaux eux-mêmes tardent à comprendre ce qu'ils voient. Un prototype scandinave, tiennent-ils pour acquis, restera un prototype scandinave. Dans les années suivantes, les livraisons commencent. Le V-Gun entre en service en 1971. La version JA-37, optimisée pour l'interception, suit à la fin de la décennie. Plus de 300 appareils seront construits au total, répartis dans toute la Suède sur des bases dispersées, sur des tronçons de routes renforcés, sur des pistes de forêt camouflées sous des filets. Mais voler, ce n'est pas encore la guerre. Faire décoller un chasseur depuis un aérodrome civilisé, avec des techniciens en uniforme propre et du café chaud à la cantine, ce n'est pas le cahier des charges de l'état-major suédois. Le cahier des charges, c'est un tronçon de route à 2 voies, un terrain enneigé, une nuit de janvier à moins 25 degrés, et un adolescent de 18 ans qui doit recharger 4 missiles air-air en moins de 10 minutes pour qu'un autre pilote reprenne l'air avant l'arrivée de la prochaine vague soviétique. Cette partie-là du projet, elle se joue non pas dans les bureaux de Saab, mais dans les casernes de conscrits. Région d'Östergötland, hiver 1976. Il fait moins 22 degrés, la neige couvre tout. Sur un tronçon de la route nationale 34, entre 2 murs de sapins, un V-Gun vient de se poser. Le pilote, encore sanglé dans son siège éjectable, garde le moteur tournant. De la forêt, 4 silhouettes surgissent en courant sur la glace. Aucune n'a plus de 20 ans. Le chef de l'équipe s'appelle officiellement Caporal. Il y a 6 mois, il étudiait l'électromécanique dans un lycée technique de Göteborg. Aujourd'hui, il commande une opération que les techniciens professionnels de l'US Air Force n'auraient pas jugée réalisable dans ces conditions. Sa montre indique le début du chronomètre. Il a 10 minutes. Dans 10 minutes, le V-Gun doit être plein de kérosène, rechargé en missile et prêt à redécoller avec un autre pilote déjà en attente dans une cabane en bois 50 mètres plus loin. Voici l'élément que les planificateurs de l'état-major soviétique mettront des années à comprendre. Le secret de la doctrine Basse-Nitio n'est pas dans l'avion. Il est dans l'adolescent. Le système de conscription suédois, à cette époque, touche la quasi-totalité des jeunes hommes. 11 mois de service obligatoire, parfois 15 ou 18 pour les spécialités techniques. Les meilleurs éléments sont orientés vers les bases dispersées de l'armée de l'air. On leur apprend à vivre en forêt, à camoufler un appareil sous des filets, à gérer un dépôt souterrain de carburant, à recharger des missiles RB-28 et RB-24 dans le noir, avec la neige qui tombe. On leur apprend un métier que les professionnels du Pentagone considèrent comme impossible à transmettre en moins de 10 ans. On leur apprend à le faire en 18 mois. Les records fusent. Dans les meilleures équipes, le ravitaillement complet d'un V-Gun s'effectue en moins de 10 minutes. Dans certaines démonstrations, on descend sous les 7 minutes. Le F-15 américain, à la même époque, demande plus d'1 heure entre 2 missions dans des conditions idéales. Le MiG-25 soviétique exige son hangar bétonné, ses pompiers en combinaison, ses techniciens avec tournevis et manuels. Le V-Gun, lui, se recharge sur de la glace, avec des gants en laine et un chronomètre. Ironie que n'oubliera jamais l'état-major suédois. Le pays où l'on vote pour les congés payés les plus longs d'Europe possède, à ce moment précis, l'armée de l'air a la remise en œuvre la plus rapide au monde. Pendant que les bases se dispersent et que les conscrits s'entraînent dans les forêts du Bergslagen, un autre niveau de la doctrine reste soigneusement caché au peuple suédois. La Suède, officiellement neutre, coopère en secret avec l'OTAN. Pas comme un membre formel, comme un partenaire silencieux qui ne figure sur aucun organigramme, mais dont on connaît le numéro de téléphone. Des officiers de l'armée de l'air suédoise effectuent des stages en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les services de renseignement de Washington transmettent à Stockholm des données de reconnaissance sur les dispositifs soviétiques. Des plans existent pour ouvrir certaines bases suédoises à l'aviation américaine dans l'hypothèse d'une guerre en Europe. Le Premier ministre, Tage Erlander, puis son successeur, Olof Palme, connaissent ces accords.
La population suédoise, elle, n'en saura rien jusqu'aux publications des historiens dans les années 90. Palm est d'ailleurs le visage public le plus bruyant du non-alignement de toute l'histoire scandinave. Il dénonce le Vietnam, compare les bombardements américains au massacre du XXe siècle, attaque la politique étrangère de Washington avec une véhémence qui scandalise la Maison-Blanche. En privé, sous son gouvernement, le programme Bas-Nitio se déploie à plein régime. Les contacts militaires avec les Occidentaux se poursuivent et les Viggen sortent des chaînes de Saab au rythme d'environ 25 par an. Dualité parfaite d'un État scandinave qui vit à 2 étages. Les chiffres, si on les aligne, provoquent un vertige. À la fin des années 70, la Suède aligne une flotte de chasseurs de combat plus nombreuse que celle de la France et plus nombreuse que celle du Royaume-Uni. Un pays de 8 millions d'habitants, sans colonie, sans alliance militaire formelle, sans responsabilité outre-mer, possède la 4e armée de l'air du monde en nombre d'intercepteurs opérationnels. Derrière les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine. Devant presque tout le reste. Cette réalité, lorsqu'elle commence à pénétrer les analyses soviétiques, change les calculs du Kremlin. À l'état-major général de l'armée rouge, dans les bureaux où l'on prépare les scénarios de la Troisième Guerre mondiale, les officiers de planification se heurtent à un problème nouveau. Les doctrines classiques prévoient, en cas de conflit, une frappe massive préliminaire sur les bases aériennes ennemies. On frappe les pistes, on détruit les hangars, on anéantit les avions au sol. Cette méthode a fonctionné contre l'Égypte en 1967 pour Israël. Elle aurait dû fonctionner contre toute armée de l'air conventionnelle. Contre la Suède, elle ne fonctionne pas. Les grandes bases suédoises existent, bien sûr, mais elles ne contiennent qu'une fraction de la flotte. Le reste est éparpillé sur des tronçons de route dont personne, pas même les satellites de reconnaissance soviétiques, ne peut dresser l'inventaire exhaustif. Bombarder la Suède, c'est bombarder un paysage. Et pendant qu'on bombarde le paysage, des Viggen décollent de lieux qu'on n'a pas ciblés, et ils frappent. Absurde détail historique, l'un des rapports de planification soviétique de cette époque, selon les analyses publiées après l'ouverture partielle des archives russes dans les années 90, estime qu'une offensive aéroterrestre contre la Suède coûterait à l'armée rouge davantage de pertes qu'une percée contre l'Allemagne de l'Ouest. Contre l'Allemagne de l'Ouest, pays de l'OTAN armé jusqu'aux dents, contre la Suède, pays neutre, sans alliance militaire, sans armes nucléaires. C'est le paradoxe complet du concept Bas-Nitio. Le renoncement à défendre des bases rend le pays plus difficile à attaquer que ceux qui en ont. La dissuasion sans bombe atomique fonctionne. La Suède a réussi ce que De Gaulle cherchait avec la force de frappe, convaincre Moscou que l'entreprise coûterait trop cher. Sauf qu'elle l'a fait avec 8 millions d'habitants et sans ogive. Mais la guerre froide ne se joue pas seulement avec les soviétiques. Au début des années 80, un autre adversaire commence à s'inviter dans le ciel suédois. Officiellement, c'est un ami. Officiellement, c'est un allié de principe. Officiellement, il n'a rien à faire au-dessus de la Baltique. Officiellement, son appareil n'existe même pas pour le grand public. Et pourtant, à 13 km d'altitude, traversant l'espace aérien scandinave à plus de 3 fois la vitesse du son, un avion noir, sans insigne, commence à passer régulièrement au-dessus des eaux suédoises. Les radars de la Flygvapnet l'accrochent. Les pilotes de Viggen reçoivent leurs ordres. Dans les semaines qui suivent, des rencontres vont avoir lieu au-dessus de la Baltique que Washington mettra plus de 20 ans à admettre publiquement. Golfe de Botnie, printemps 1902. Un officier de contrôle aérien suédois, assis devant son écran radar dans un bunker au sud de Luleå, voit apparaître un écho qu'il connaît par cœur. Vitesse, 3200 km/h. Altitude, 24 000 mètres. Cap, sud-ouest, en provenance de la zone de Mourmansk. Aucun plan de vol n'a été déposé, aucune autorisation n'a été demandée. L'appareil traverse l'espace aérien neutre suédois comme s'il n'existait pas. L'officier décroche un téléphone. 3 minutes plus tard, sur une base dispersée de la Flygvapnet, 2 Viggen de la version JA-37 décollent en urgence. Leurs pilotes connaissent la cible avant même de l'avoir vue.
C'est le SR-71 Blackbird, l'avion le plus rapide que l'humanité ait jamais mis en service. Un appareil américain dont Washington n'a jamais officiellement reconnu le franchissement de l'espace aérien suédois. Ironie fondamentale de la guerre froide scandinave, les Viggen, conçus au départ contre l'armée rouge, vont passer une partie des années 80 à intercepter des avions espions de l'OTAN. Le problème pour les Suédois n'est pas de voir le Blackbird, leur radar le détecte sans difficulté. Le problème n'est pas non plus d'armer leur missile Skyflash à longue portée, licence modifiée du AIM-7 américain, adaptée à l'électronique suédoise. Le vrai problème est géométrique. Un SR-71 vole à plus de Mach 3. Un Viggen, en configuration interception, atteint Mach 2. Une poursuite en ligne droite est perdue d'avance. Le Blackbird s'éloigne toujours plus vite qu'il n'est approché. Les pilotes suédois vont résoudre ce problème par une ruse tactique qui va humilier les Américains pendant 20 ans. Ils connaissent les routes que préfère l'avion noir. Elles sont peu nombreuses, dictées par la géographie et les capacités de virage limitées du Blackbird à haute vitesse. Les Suédois placent leurs Viggen non pas derrière l'intrus, mais devant lui. Ils les font décoller à l'avance, depuis des bases dispersées, et les positionnent sur la trajectoire calculée du futur passage. Quand le Blackbird arrive, le Viggen l'attend. Et il se trouve, quelques secondes, en position de tir simulé avec verrouillage radar confirmé. Les enregistrements de la Flagvapnet conserveront ces verrouillages. Pendant plusieurs années, leur existence même sera un secret d'État suédois. L'US Air Force, de son côté, gardera le silence. Elle ne reconnaîtra la réalité de ces interceptions qu'au début des années 2000, quand d'anciens pilotes du Blackbird commenceront à témoigner publiquement. L'un d'eux, lors d'une rencontre organisée des années plus tard en Suède, saluera personnellement les pilotes suédois qui, techniquement, auraient pu l'abattre. Un avion espion américain, le plus rapide du monde, tenu en joue à plusieurs reprises par un chasseur neutre construit dans une petite ville du sud suédois. Aucun film hollywoodien n'aurait osé ce scénario. Pendant que ce duel silencieux se déroule à haute altitude, un autre incident, lui bien plus visible, secoue les côtes suédoises. 27 octobre 1981. Une nuit pluvieuse. Dans les eaux territoriales suédoises, à l'intérieur de la base navale hautement sensible de Karlskrona, les gardes-côtes découvrent une forme grise échouée sur un rocher. C'est un sous-marin soviétique, un diesel électrique de la classe Whisky. Le numéro de coque est 374. Il est en plein cœur d'une zone militaire suédoise classifiée, à des kilomètres à l'intérieur de la limite territoriale. L'équipage soviétique refuse d'abord toute explication. Moscou prétend, dans un premier temps, qu'il s'agit d'une erreur de navigation due à un défaut d'instrument. Personne à Stockholm n'y croit. L'incident déclenche une tempête diplomatique qui sera baptisée par la presse scandinave « Whiskey on the Rocks », le whisky sur les rochers. Traduction littérale qui donnera son nom à la crise dans toute la presse internationale. Ce qui retient l'attention des historiens, c'est la réaction militaire suédoise. Dans les heures qui suivent la découverte, des Viggen patrouillent à basse altitude au-dessus du sous-marin. Des navires de la marine suédoise encerclent la coque. Des photographies sont prises en quantité industrielle, documents qui permettront plus tard aux analystes occidentaux de reconstituer la configuration interne du sous-marin. L'Union soviétique, sur le territoire d'un pays neutre, se fait volontairement humilier devant l'objectif d'une petite armée qui n'a besoin de l'autorisation de personne pour agir. Les détecteurs de radioactivité, utilisés par les Suédois sur la coque, relèvent des traces faibles mais significatives qui suggèrent la présence d'armes nucléaires tactiques à bord. Moscou nie. Les Suédois conservent les mesures. Des décennies plus tard, après l'ouverture partielle des archives soviétiques, il apparaîtra selon plusieurs historiens que le Whisky 374 transportait effectivement des armes atomiques. Absurde terminal de cette période, un sous-marin soviétique armé de bombes nucléaires échoué dans les eaux d'un pays neutre, obligé d'attendre pendant 10 jours l'autorisation suédoise de repartir, sous la surveillance constante des Viggen. La Suède, au tournant des années 80, occupe donc une position paradoxale qui n'a peut-être aucun équivalent dans l'histoire militaire du XXe siècle. Elle n'est membre d'aucune alliance. Elle ne possède pas l'arme atomique. Elle n'a pas de base à l'étranger. Et pourtant,
dans son ciel et dans ses eaux, elle impose sa loi simultanément aux deux superpuissances. Elle tient les Blackbirds américains en joue, elle immobilise les sous-marins soviétiques sur ses rochers. Elle force Moscou et Washington, chacun de son côté, à ajuster leurs calculs quand il s'agit de la Scandinavie. Les Viggen, dans cette architecture, ne sont pas seulement des avions. Ils sont le bras armé visible d'une doctrine invisible. Ils matérialisent dans le ciel ce que les politiciens suédois répètent dans les discours. La neutralité véritable exige une force de dissuasion qu'on ne voit pas, mais qui existe partout. L'état-major de la Flygvapnet atteint son apogée opérationnel au milieu des années 80. Plus de 300 Viggen répartis sur des dizaines de bases dispersées, des milliers de conscrits formés au ravitaillement rapide, des centaines de tronçons de route entretenus comme des pistes, une intégration informelle avec le renseignement occidental qui fournit à Stockholm une vision complète du dispositif soviétique. Un réseau radar parmi les plus denses du monde par rapport à la surface couverte. Voilà pour la mécanique, voilà pour les chiffres, voilà pour la doctrine. Tout cela a été construit contre un adversaire précis, Moscou, dans le cadre d'un affrontement précis, la guerre froide. Tout cela suppose que cet adversaire existe. Tout cela suppose que cet affrontement continue. 9 novembre 1989. À Berlin, un mur tombe. 25 décembre 1991. À Moscou, le drapeau rouge descend pour la dernière fois du Kremlin. L'ennemi pour lequel la Suède a consacré 4 décennies d'intelligence, d'investissement industriel et de sacrifices démographiques vient de cesser d'exister. Que fait un pays neutre quand son voisin terrifiant se dissout soudainement? Que fait-on d'une machine militaire entière construite contre un adversaire qui n'existe plus? Stockholm, ministère de la Défense, automne 1992. Un haut fonctionnaire du budget regarde une colonne de chiffres sur son bureau. La défense suédoise absorbe alors environ 2,5% du produit intérieur brut national. Dans les nouveaux calculs qu'on lui demande, ce pourcentage doit descendre. Vite. Et profondément. Les contribuables réclament des hôpitaux, des écoles, des routes civiles. La menace soviétique n'existe plus. Pourquoi continuer à entretenir 400 chasseurs, des centaines de bases dispersées et une armée de conscrits techniciens? La réponse politique tombe en quelques années. On coupe, on ferme, on démonte. Les régiments aériens suédois disparaissent un à un. F6 à Karlsborg, fermé en 1994. F3 à Malmen, dissous en 1994 également. F13 à Norrköping, supprimé en 1993. F10 à Ängelholm, démantelé au début des années 2000. La liste est longue. Chaque fermeture, prise isolément, paraît raisonnable. Chaque base supprimée économise des millions de couronnes. Additionnées, ces décisions détruisent en 15 ans ce qu'il a fallu 30 ans pour construire. Ironie budgétaire propre aux démocraties prospères, il coûte moins cher de démanteler une armée que de la maintenir à l'arrêt. Et ce coût évité permet, chaque année, de financer autre chose de plus visible aux yeux des électeurs. Les tronçons de route qui servaient de pistes de décollage suivent le même destin silencieux. On cesse de les entretenir selon les normes militaires. Les revêtements spéciaux ne sont plus rénovés. Les dépôts forestiers de carburant sont progressivement démontés. Les réserves souterraines de munitions sont fermées ou cédées à d'autres usages. La forêt, qui a toujours le temps pour elle, commence à reprendre ses droits sur les bases de dispersion. Des pistes secrètes qui faisaient trembler le Kremlin 20 ans plus tôt voient pousser des jeunes bouleaux entre les fissures du bitume. Et puis il y a la conscription. Pilier culturel du système suédois, elle est suspendue en 2010. La Suède devient l'une des premières démocraties européennes à abandonner le service militaire obligatoire après la guerre froide. La génération qui aurait dû remplacer les techniciens des années 80 sur les bases dispersées ne sera jamais formée. Les compétences se perdent. Les savoir-faire ne se transmettent plus. Un savoir collectif patiemment accumulé sur 3 décennies s'évapore en une seule. Le dernier Viggen quitte le service actif en 2007. Les ailes delta jumelles, les inverseurs de poussée, les radars PS-37 finissent leur jour dans des musées,
sur des socles de béton devant des mairies de province ou dans les hangars de collectionneurs privés. Le Gripen, conçu par Saab dans les années 80 et entré en service au milieu des années 90, prend la relève. Il est plus moderne, plus économique, plus polyvalent. Il est aussi moins nombreux, beaucoup moins nombreux, chiffre qui donne le vertige. Au plus fort de la guerre froide, la Flyg Vapnet alignait plus de 400 chasseurs de combat. Au milieu des années 2020, la Suède possède environ 90 Gripen opérationnels. La 4e armée de l'air mondiale, en l'espace de 30 ans, est devenue une force aérienne moyenne de l'Europe du Nord, compétente mais sans masse critique. 24 février 2022. À 4 heures du matin, heure de Moscou, l'artillerie russe ouvre le feu sur les positions ukrainiennes de la ligne de front du Donbass. Quelques heures plus tard, les colonnes blindées franchissent la frontière du nord, du sud et de l'est. L'invasion de l'Ukraine commence. En Europe du Nord, dans les états-majors scandinaves, les officiers regardent leurs cartes avec une expression qu'ils n'avaient pas portée depuis 30 ans. Les documents de planification sont sortis des archives. Les scénarios de guerre froide, poussiéreux, retrouvent une lecture actuelle. Et là, dans les bureaux de l'état-major suédois, une réalité désagréable s'impose. Le système qu'on a construit pour survivre à une attaque russe, on l'a démantelé précisément au moment où la menace russe pouvait revenir. Les routes stratégiques existent encore sur le papier, mais leurs dépôts annexes sont vides. Les techniciens formés n'existent plus. Les Gripen peuvent techniquement se poser sur un tronçon d'autoroute, mais la logistique de dispersion qui faisait fonctionner le concept Bas-Nitio a été amputée. Absurdité historique dans sa forme la plus pure. La Suède a passé 40 ans à se préparer à une guerre qui n'est pas venue, 30 ans à défaire cette préparation, et se retrouve face à la menace au moment précis où elle a fini de se désarmer. La réaction politique est rapide. La Suède et la Finlande, 2 pays qui avaient maintenu leur non-alignement pendant des décennies, déposent conjointement leur candidature à l'OTAN le 18 mai 2022. En Suède, la décision est prise par le gouvernement de Magdalena Andersson, chef du Parti social-démocrate, parti historiquement attaché à la neutralité. En quelques semaines, une doctrine qui avait structuré l'identité nationale pendant plus de 2 siècles est abandonnée. Le 7 mars 2024, le drapeau suédois est hissé devant le siège de l'OTAN à Bruxelles. Le pays de Tage Erlander et d'Olof Palme rejoint officiellement l'Alliance Atlantique. La Flyg Vapnet relance des exercices de dispersion sur route. Les Gripen redécollent depuis des tronçons de campagne. Les documents du concept Bas-Nitio sont dépoussiérés. Des investissements sont annoncés pour reconstituer une capacité que l'on croyait caduque. Mais un hiver ne se rattrape pas en un printemps. Une compétence qui a mis 3 décennies à se construire ne se récupère pas en 2 ans. Quelques chiffres pour mesurer la chute. Il y a 40 ans, la Suède pouvait faire décoller plusieurs centaines de chasseurs depuis autant de points différents en quelques minutes. Aujourd'hui, elle dispose d'environ le quart de cette flotte, avec une fraction des bases de dispersion actives et une génération de techniciens dont la plupart ne sont jamais passés par le service militaire. La doctrine qui terrifiait Moscou dans les années 70, la Suède ne peut plus l'exécuter à cette échelle, même si elle le voulait. Et pourtant, une question troublante reste posée, ouverte, dérangeante. La génération qui a construit Bas-Nitio pensait défendre la Suède contre Moscou en restant hors de l'OTAN. La génération qui a démantelé Bas-Nitio a décidé de défendre la Suède contre Moscou en entrant dans l'OTAN. Les 2 générations ont vu la même menace. Les 2 générations y ont répondu par des stratégies exactement opposées. Laquelle avait raison ? La réponse, peut-être, ne viendra jamais, parce que l'histoire ne rejoue pas 2 fois la même guerre froide. 400 chasseurs dans la forêt, 8 millions d'habitants, un Blackbird américain en joue, un sous-marin soviétique sur un rocher, un mur qui tombe, une frontière qui brûle, une candidature à Bruxelles. La Suède a montré au monde qu'un petit pays pouvait, par l'ingénierie et la volonté, construire une dissuasion qui faisait trembler 2 empires. Elle a aussi montré que cette dissuasion peut disparaître plus vite qu'elle ne s'est bâtie et que le prix de l'oubli se paie toujours au pire moment. Si cette histoire vous a plu, mettez un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire, à votre avis,
La France de 2026 est-elle plus proche de la Suède de 1980, qui disposait d'une vraie force, ou de la Suède de 2010, qui avait tout démantelé? Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode, où nous raconterons comment un pilote soviétique a atterri au Japon et a livré aux Américains le secret le mieux gardé du Kremlin.